Merci Eric, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion d'intervenir ici sur cet aspect passionnant, en fait, ce sujet passionnant qui la place de l'OCT dans notre pratique quotidienne. Alors, le glaucome, vous le savez, c'est une neuropathie optique chronique progressive où on observe une atteinte anatomique, structurale et une atteinte fonctionnelle qui est classiquement explorée par le champ visuel à l'heure actuelle. On introduit volontiers également la notion d'évolutivité et à l'heure actuelle, les recommandations de prise en charge ont pour objectif de limiter le déficit fonctionnel et préserver autant que faire se peut la vision de nos patients. Le champ visuel, c'est un examen qui donc permet d'évaluer le retentissement fonctionnel de la pathologie glaucomateuse. C'est un examen difficile, compliqué à réaliser et faisant l'objet de réserves de la part des patients, mais également des médecins. C'est néanmoins, à l'heure actuelle, notre juge-arbitre en matière de prise en charge et c'est celui qui va guider l'escalade thérapeutique. À côté de cet examen un peu rébarbatif, entre guillemets, on a un concurrent qui est plus jeune, plus séduisant et qui permet d'explorer la structure et qui est l'OCT, qui est devenu le gold standard, qui nous permet d'obtenir des mesures chiffrées qui vont bénéficier d'analyses statistiques et qui vont nous permettre de comparer le patient examiné à la base de données normative et qui va nous permettre en fait de nous aider en matière de diagnostic et de suivi évolutif. C'est par ailleurs, vous le savez, la structure se dégradant souvent avant la fonction. L'OCT va éventuellement nous permettre d'avoir un doute diagnostique, voire de diagnostiquer un glaucome avant que ne survienne l'atteinte de la périmétrie blanc-blanc. Et ça peut avoir un intérêt évident de mettre en place un traitement avant que d'importantes anomalies fonctionnelles n'interviennent. L'OCT a, vous le savez, la possibilité d'explorer la tête du nerf optique, la couche des fibres nerveuses rétiniennes péripapulaires, mais également le complexe cellulaire ganglionnaire maculaire. En théorie, pourquoi se poser cette question? Puisque si l'OCT a tellement d'avantages, il paraîtrait logique en théorie tout au moins, de choisir l'examen le plus facile à réaliser. Et c'est valable en théorie. À l'heure actuelle, on nous recommande encore de faire plus et plus de champs visuels finalement. Et pourquoi ? Alors, l'OCT, aussi séduisant soit-il, ne résout pas tous les problèmes. Et je vous ai listé là 2 publications qui soulignent, par exemple, la présence d'artefacts. Et je vous encourage à garder un esprit critique quand vous interprétez les relevés d'OCT, car on peut très facilement avoir des faux positifs, faire attention à la base de données normative qu'il faut connaître, se rappeler également de la résolution qui est permise par ces examens. L'OCT ne va pas permettre de résoudre les problèmes qui se posent devant les papilles difficiles et faites attention au diagnostic différentiel. Et à mon sens, c'est un examen qu'il ne faut absolument pas dissocier de la clinique. La relation structure et fonction, vous le savez, c'est une notion essentielle en matière de glaucome qui a été soulignée tout d'abord par Garway Heads il y a quelques années, mais qui a été reprise par un certain nombre d'auteurs. L'OCT nous permet d'approcher de façon plus fine cette relation. Je vais tout de suite mettre en avant le problème, c'est que le caractère de cette relation n'est pas linéaire et limite toute extrapolation. On va se méfier là encore des petites et des grandes papilles. Une des raisons fondamentales pour laquelle on ne peut pas faire de relation directe entre les données de l'OCT et du champ visuel, c'est qu'il y a une variabilité énorme entre les individus et à la naissance, on n'est pas tous égaux puisqu'on peut naître avec quasiment un taux de fibres nerveuses rétiniennes qui peut varier du simple au double. Il est à souligner également que l'épaisseur qu'on mesure en OCT n'est pas uniquement la couche des fibres nerveuses rétiniennes, mais on inclut également la glie qui va se former au fur et à mesure de la perte en cellules nerveuses rétiniennes. Une autre question qu'on peut être amené à se poser, est-ce que toutes les cellules ganglionnaires rétiniennes ont la même fonctionnalité? Et au niveau fonctionnel, souligner la redondance des champs visuels, des champs récepteurs au niveau du champ visuel. Et en fonction du stade évolutif, on va préférer effectivement l'OCT en début d'évolution et le champ visuel prendra l'avantage ensuite.
Alors, à l'heure actuelle, il y a certains auteurs qui, plutôt que d'opposer champ visuel et OCT, cherchent à tirer profit de ces deux sources d'information. Et je vais vous citer par exemple Medeiros, qui a structuré un indice qui combine les informations données par la structure, à savoir l'OCT, et par le champ visuel, et qui va approcher de façon plus fine cette froide réalité qui est la perte en cellules nerveuses rétiniennes. Certains examens combinent les résultats de la fonction et de la structure. Voilà ici un relevé où on a les deux associés. Voilà une autre illustration de la relation anatomo-fonctionnelle qu'on peut avoir avec l'octopus. Et quand on est face à un glaucome débutant, et que le champ visuel blanc-blanc classiquement proposé est encore normal, on peut aller rechercher la corrélation entre la structure et la fonction en proposant des stratégies de champ visuel qui sont moins conventionnelles, mais qui classiquement se dégradent avant que la périmétrie standard automatisée ne se dégrade. Je veux parler du champ visuel LDT ou du champ visuel bleu-jaune. Deux petites illustrations cliniques pour vous illustrer en fait, pour vous encourager à demeurer méfiant par rapport aux résultats de l'OCT. Voilà une patiente aux lourds antécédents familiaux de glaucome qui venait me voir en deuxième avis avec cet examen que j'ai regardé avant de regarder ses papilles. Ce papille, j'avais eu la chance ce jour-là de tomber sur une hémorragie parapapillaire que vous voyez en supérieur de l'œil gauche, et le champ visuel était, à mon sens, bien plus atteint que ne le laissait présager l'OCT. À l'inverse, un patient jeune, traité depuis une dizaine d'années par des bêta-bloquants, sous l'influence, en fait, on avait initié ce traitement parce qu'on pensait qu'il y avait un amincissement significatif en fibres nerveuses rétiniennes à l'OCT. Et en fait, on l'a suivi et avec un recul suffisant, on a vraiment failli à la démonstration d'une atteinte fonctionnelle et on a pu arrêter ce traitement bêta-bloquant qui le gênait. En matière de conclusion, je vais vous dire que le diagnostic et le suivi de glaucome, vous le savez, c'est quelque chose de difficile. L'apport de l'OCT, loin de moi l'idée de vous dire que c'est un examen inutile, il est indiscutable. Cet examen, aussi performant soit-il, a ses limites. Il est intéressant de les connaître. Et à l'heure actuelle, il ne peut, à mon sens, se substituer au champ visuel. Et certainement pas à notre sens clinique et à notre esprit critique. Certains auteurs soulignent son insuffisance et relativisent complètement son apport par rapport même à l'examen clinique que nous pouvons avoir de nos patients glaucomateux. Et pour ne pas vous quitter sans une note optimiste, il est probable qu'avec les avancées technologiques qui sont permanentes et constantes en matière d'OCT, peut-être que demain ou après-demain, je serai contredite et qu'on pourra s'affranchir de la réalisation de l'OCT, mais ce n'est pas encore vrai à l'heure actuelle. Je vous remercie de votre attention.